Commentaires cosmiques, le podcast de la médiathèque Françoise Sagan. Lola Neymarck, bonjour. Vous nous disiez tout à l'heure que le premier texte que vous avez enregistré pour Audiolib, le premier texte de François Sagan, votre tout premier texte, c'était Des Bleus à l'âme. Est-ce que ce texte, du coup, il a une place particulière dans votre cœur de lectrice ? Tout à fait, parce que moi j'aime énormément connaître, je crois que je suis très curieuse des dessous des écrivains. J'adore rentrer dans leur intimité d'écriture, connaître voilà, leur façon de faire, et puis c'est aussi rassurant d'avoir des fois leur moment de désespoir et leur élan de sortir du cliché aussi de l'écrivain génie qui se met à sa table et tout d'un coup l'œuvre arrive comme ça, comme par miracle, exactement, ou alors de celui qui a besoin de se mettre une grosse mine pour que tout d'un coup les choses arrivent. Mais donc là, Des Bleus à l'âme, ça a la particularité d'être à cheval entre voilà, le roman et le récit, la confidence de l'autrice. Et donc elle parle de voilà, qu'est-ce qu'elle pourrait faire à des personnages d'un roman précédent. Et je trouve ça vraiment merveilleux d'avoir accès à ça. C'est comme si on rentrait par la petite porte dans son écriture, mais aussi dans son quotidien d'écrivaine, quoi. Vous nous disiez que pour cet enregistrement, vous avez fait un gros travail de préparation. Vous avez essayé autant que possible de reproduire, sinon d'imiter, le phrasé de François Sagan. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur comment vous vous y êtes pris ? Oui, je voulais pas imiter, ça me faisait vraiment peur, mais je voulais évoquer. C'était ça la consigne qu'on m'avait donnée, et c'était ça qui me plaisait aussi, c'était ça qui faisait que l'exercice était attirant. Donc j'ai regardé des heures et des heures de documents d'archives en fait, et il se trouve qu'il y en a beaucoup sur Sagan, c'est très très bien documenté, et qu'on a accès à différentes époques aussi. Donc on la voit vieillir, on voit comment son phrase a évolué, et du coup j'en ai vraiment regardé beaucoup. J'ai essayé j'ai fait des essais, quoi, vraiment toute seule dans ma chambre, des essais de rythme, des essais de ton, des essais à tout point de vue, pour essayer de trouver ma façon à moi de me l'approprier. Encore une fois, je voulais pas être dans l'imitation, quoi, ça me semblait un peu grotesque, mais il y avait quelque chose de l'époque, d'un rythme de l'époque. D'ailleurs, on le voit bien quand on regarde des images, même des films de ces années, des années 70 ou quoi. Il y a quand même une façon de parler, un phrasé un peu soutenu, avec un rythme, avec des accélérations, comme ça, des espèces de fulgurances de la pensée. Et ça, j'avais envie de le traduire, pour traduire sa voix à elle et pour être fidèle aussi à sa langue, à son écriture. J'ai 35 ans, de bonnes dents. Si quelqu'un me plaît, généralement, cela marche encore. Seulement, je n'en ai plus envie. J'aimerais aimer et même souffrir et même trembler au téléphone. Ou mettre un disque 10 fois de suite et respirer le matin en me réveillant cet air de bénédiction naturelle qui m'était familier. On m'a ôté le goût de l'eau et puis celui de la conquête. C'est un disque de Brel, je crois. Mais en tout cas, cela ne marche plus, et je ne sais même pas si je vais montrer ces pages à mon éditeur. Ce n'est pas de la littérature, ce n'est pas une vraie confession, c'est quelqu'une qui tape à la machine parce qu'elle a peur d'elle-même, et de la machine, et des matins, et des soirs, etc., et des autres. Vous disiez que le travail de lecture demande une concentration folle, c'est les mots que vous avez employés. Oui, c'est vrai. En fait, déjà, c'est très exigeant physiquement, parce qu'on est assis pendant longtemps et contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est très fatigant. Et que pour le souffle, pour la voix, vraiment de parler pendant 4 heures, c'est vraiment très exigeant, avec une attention toute particulière au sens et une espèce de schizophrénie qui est d'être à la fois dans la lecture, pleinement dans la lecture, mais de se projeter dans la tête de l'auditeur et d'imaginer de quel rythme il a besoin, de quel silence, de quel voyage à ce moment-là il va avoir besoin. Donc ça demande une concentration extrême, et c'est pour ça qu'en général on enregistre par demi-journée plutôt. Et maintenant, 20 ans après, puisque c'est les 20 ans, quelle thématique de l'œuvre de Sagan, dans ce que vous avez lu, à votre avis, parle encore le plus à notre époque ? Il y a dans certains romans, alors même si on peut pas... je trouve ça hyper important de contextualiser quand même un peu les œuvres. Je sais que c'est un grand débat du moment, mais
on peut pas attendre de Sagan qu'elle ait un féminisme révolutionnaire des années 2020 dans les années 70. Mais mine de rien, il y a quand même une façon qu'elle a de parler de l'emprise. Et notamment dans Un profil perdu, il y a quand même des thématiques qui émergent, et puis une certaine cruauté du sentiment humain qui est quand même toujours d'actualité, une lassitude aussi face au monde. Je pense à Un peu de soleil dans l'eau froide, où on a ce personnage comme ça de journaliste hyper blasé qui fait souffrir un peu par lassitude, par désespoir. Enfin, moi je sais pas, pour moi c'était le bec BD de l'époque, quoi. Enfin, vraiment décrit hyper finement et tout. Donc je pense qu'il y a encore quand même des choses, il y a une manière voilà, de décrire les âmes qui est d'une précision telle. Or je pense que l'âme humaine, bon voilà, elle s'est déplacée, elle s'est recontextualisée, mais il y a quelque chose de la mécanique qui demeure, quoi. Et ça, elle le décrivait tellement bien. Le dîner fut interminable. Placé à l'autre bout de la table, Gilles voyait de temps en temps la belle Madame Sylvener jeter un regard vers lui, un regard calme, réfléchi, qui contrastait avec son attitude générale. Elle parlait beaucoup, on riait beaucoup autour d'elle, et Gilles la regardait avec une légère ironie. Elle devait vraiment se sentir la reine du Limousin, et avoir envie de plaire à ce Parisien inconnu, journaliste de surcroît. Cela l'aurait bien distrait, dans le temps, une liaison de 15 jours avec la femme d'un magistrat de province. Il en aurait fait un joli récit, à la Balzac, aux amis en rentrant. Mais il n'en avait pas la moindre envie. Il regardait ses propres mains sur la nappe, maigres et inutiles. Il avait envie de partir. Dès la fin du dîner, il alla se blottir près d'Odile comme un enfant, et elle vit ses traits tirés, le tremblement de ses mains, l'expression presque suppliante de ses yeux. Pour la première fois, elle eut vraiment peur pour lui. Elle s'excusa auprès de Madame Rouargue, et, tirant Florent, légèrement éméché, ils filèrent à l'anglaise, autant que ce puisse être possible dans un salon de province. Est-ce que vous diriez que Françoise Sagan était plus une femme libérée qu'une féministe ? Ouais, c'était complètement une femme libérée, et voilà, avec des espèces avec une façon de dépendre que d'elle, et de certaines substances, donc pas que d'elle, mais en tout cas de s'autoriser des choses qui n'étaient autorisées que pour les hommes, qui en ça c'était très moderne. Moi, pour ma grand-mère, qui est de la même génération que Sagan, d'avoir ce modèle-là, même si c'était un modèle inaccessible, même si c'était ah oui, elle peut, mais pas moi, c'était quand même un modèle, ça existait, quoi. Ça ouvrait des perspectives. C'était intéressant que vous parliez de votre grand-mère, justement, parce que dans l'assistance, il y avait 2 femmes un peu plus âgées. Et pour elles, Sagan, elles en parlent au présent, c'est leur jeunesse. Et pour ma mère aussi, qui a 87 ans, donc je pense qu'elle a ouvert beaucoup de voies. Oui, tout à fait. Voilà, c'est ça. Ma grand-mère, elle a 86. Donc, c'est exactement cette génération-là pour qui, voilà, c'était un horizon impossible. Même si c'était impossible loin d'eux, bah, n'empêche, quoi. Enfin, je pense que moi, je crois beaucoup aux représentations et à ce qu'elles permettent. Et c'est sûr que d'avoir ces horizons-là, ben, ça a ouvert aussi des vocations et sûrement aussi à des écrivaines qui se sont autorisées à écrire. Pour terminer, dernière question, vous avez lu beaucoup de livres, vous avez même lu des que sais-je, alors que les que sais-je, c'est un peu aride. Il n'y a pas de gras, en fait, dans le que sais-je. Ah, il n'y a aucun gras, je vous le confirme. C'est très... oui, c'est aride, c'est sec, et en même temps... Moi, j'ai trouvé l'exercice intéressant. Déjà, c'était sur des thèmes qui m'intéressaient. C'était sur le consentement et sur l'emprise, ceux que j'ai enregistrés. Et par ailleurs, j'essayais justement de ne pas les rendre trop scolaires, trop universitaires, mais plutôt d'essayer de le parler le plus possible. Parce qu'au final, je me rendais compte qu'il y avait des phrases qui, quand j'essayais que ça soit bien clair, comme un cours universitaire, en fait, on perdait le fil de pensée. Alors que si j'essayais de m'imaginer que j'avais un... En fait, c'est ça aussi, le livre du monde. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais... c'est d'imaginer qu'il y a quand même quelqu'un qui vous écoute. On est tout seul dans sa cabine, mais en fait, il y a un destinataire. C'est comme au théâtre, quand on joue au théâtre, mais qu'on ne pense pas à la personne qui va recevoir, ben c'est nul. Tout de suite, en fait, il y a une adresse. On s'adresse toujours à quelqu'un. Personne ne parle jamais dans le vide. Ça n'existe pas. Enfin, moi, j'y crois pas. Personne ne parle tout seul. On parle à quelqu'un. Alors, des fois, on parle à soi, mais on parle à quelqu'un. Et donc, le que sais-je, j'ai essayé de les imaginer comme si, voilà, je parlais à quelqu'un à qui j'expliquais un sujet, à une amie... et voilà, pour le rendre le plus vivant possible, quoi.
Et maintenant que vous êtes un peu plus connu dans le monde de la lecture, j'imagine que vous avez un petit peu plus de choix quant aux livres que vous allez lire. Et je me demandais s'il y avait un auteur ou un titre en particulier que vous seriez tellement heureuse de lire et de faire découvrir. Ben oui, il y en a plusieurs. Moi, je lis beaucoup de littérature contemporaine, je lis beaucoup d'autrices contemporaines, et je pense à 2 livres que j'aimerais beaucoup enregistrer. Un d'Emmanuel Fournier-Laurens qui s'appelle Villa Royale, qui est vraiment un roman que j'ai adoré, et un autre qui s'appelle Tu meurs ou tu tues de Léna Gare, qui est un roman d'une puissance folle, avec un rapport à la langue extrêmement inventif et qui porte en lui une oralité vraiment dingue, où je me suis tout de suite dit en le lisant, j'ai envie de le dire en fait. Olane et Marc, merci beaucoup.